15 janvier 2016, à Istanbul, à Ankara, le régime tremble. Une partie de l'armée tente un coup d'État. Mais le lendemain matin, tout est clair, le putsch est manqué. Le président Erdogan tient une conférence de presse et promet de punir les putschistes. Une promesse tenue au-delà de ses engagements. Plus de 4 mois plus tard, la purge continue à toute vitesse. Éducation, justice, armée, presse, opposition. C'est la quasi-totalité des secteurs publics et privés qui sont touchés. Et les victimes n'ont souvent aucun lien établi avec les putschistes. Quelques chiffres pour en saisir l'ampleur. L'éducation d'abord. Accusée d'avoir fomenté la révolte, la purge est d'autant plus violente. 1000 écoles closes, pour la plupart goulénistes, fidèles à Fethullah Gülen, ce prédicateur devenu l'ennemi juré d'Erdogan. 19 universités sont également fermées. Dans le secondaire et le supérieur, ce sont plus de 28 000 enseignants, universitaires et chercheurs qui ont été purement et simplement limogés. La justice, elle aussi, est dans le viseur répressif de Recep Tayyip Erdogan. Quelques heures à peine après le coup d'État, le Conseil supérieur de la magistrature démet de ses fonctions 2745 juges, soit près de 13% des magistrats du pays. Finalement, 3390 juges sont limogés. L'armée, la même où s'est fomenté le coup d'État, a bien sûr fait l'objet d'une purge en bonne et due forme. C'est au plus haut niveau de la chaîne de commandement qu'elle a été la plus violente. Près de la moitié des généraux de l'armée ont été mis à pied. Au total, 4500 militaires limogés et près de 13 000 policiers renvoyés. Autre pilier de la démocratie prêt à s'effondrer, la presse. Si la liberté de la presse était déjà en danger auparavant, cette tentative ratée de coup d'État n'a fait qu'accélérer les choses. 170 médias se sont vus retirer leur licence de diffusion et plus de 200 journalistes croupissent dans les geôles turques, sans compter les journalistes étrangers victimes d'intimidation. Autre victime de la purge, l'opposition politique, notamment les responsables du parti pro-kurde HDP. Début novembre, le HDP fait l'objet d'un coup de filet policier. 11 députés de la troisième force d'opposition sont placés en détention préventive. Depuis le début de la purge, 110 000 personnes ont été suspendues ou renvoyées et 50 000 arrêtées. Pour asseoir son pouvoir, jusqu'où ira le président Erdogan dans le tout répression? Alexandre Delval, on commence avec vous. Les chiffres, on l'a vu, sont édifiants. Quand des parlementaires, des journalistes, près de 200, c'est pire qu'en Chine et en Iran, sont en prison, est-ce qu'on peut encore parler de régime démocratique en Turquie ? Tout dépend de ce qu'on appelle démocratie. Si la démocratie, c'est un pays où il y a des élections, c'est une démocratie. Si la démocratie, c'est des valeurs, avec le respect de la liberté d'expression, il y a longtemps qu'on n'est plus en démocratie en Turquie. Moi, j'ai attiré l'attention du public occidental depuis l'accession même d'Erdogan au pouvoir. J'avais été à l'époque vilipendé pour avoir osé dire qu'Erdogan n'était pas un démocrate. Il avait dit en 99, donc peu après être sorti de prison et avoir fondé un nouveau parti islamiste, que la démocratie n'était qu'un moyen et pas une fin. On connaît Erdogan, on connaît aussi son antisémitisme historique avec sa pièce Mascomia sur le complot judéo-maçonnique communiste. On sait que Erdogan est à la fois un homme qui est un anti-occidental, un adepte du califat, quelque part un rival de Bagdadi de manière plus démocratique. Il veut faire la même chose que Bagdadi, mais avec la démocratie, avec bien sûr l'avantage d'un État institutionnel. Il veut profiter de l'avantage de l'Occident tout en se rapprochant des ennemis de l'Occident. Il est très habile. En fait, il est en train de détruire le kémalisme en Turquie, c'est ce que je dis depuis des années. Son projet a toujours été d'utiliser l'Occident et l'OTAN et l'Union européenne comme des boucliers extérieurs pour en fait perpétrer une dékémalisation, un démantèlement du secret de la Turquie qui était l'unique pays musulman laïque, le dékémaliser dans l'optique de venger la guerre qui a été livrée contre l'islam selon lui et contre le califat par l'horrible Atatürk qu'il a fait semblant d'aimer mais dont il veut démanteler à pratiquement tous les principes. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a attendu 2016 pour se rendre compte qui était Erdogan. Christian Macarian, votre voisin Alexandre Delval nous dit qu'Erdogan ne partage pas vraiment les valeurs, des valeurs démocratiques. Erdogan nous dit qu'il fait de l'hyperdémocratie, qu'il agit au nom finalement de la volonté du peuple. Vous voulez la peine de mort, vous aurez la peine de mort. Après tout, ce sont les Turcs qui sont descendus pour arrêter les soldats putschistes dans la rue.
Je crois que ce qu'il faut comprendre fondamentalement au sujet de Recep Tayyip Erdogan, c'est fondamentalement que c'est un homme de pouvoir qui cherche à le conserver et qu'il a été saisi d'effroi par le coup d'État du 15 juillet auquel il a répliqué par son propre coup d'État, car finalement on peut parler de double coup d'État en Turquie. Celui avorté du 15 juillet qui a failli coûter sa vie à Erdogan. Absolument. Et puis celui entrepris par Erdogan lui-même, c'est-à-dire la reprise en main complète de l'appareil de l'État au prix d'une purge que vous venez de décrire. Donc Erdogan se situe dans un bras de fer avec plusieurs forces hostiles en Turquie, bien sûr l'armée qu'il vient de purger, bien sûr l'État kémaliste qu'il vient de mettre à genoux, mais aussi des forces antagoniste au sein même du mouvement islamiste auquel il appartient. C'est le fameux mouvement de Fethullah Gülen. Et en liquidant tous ses adversaires, il s'oriente vers un pouvoir personnel qui, de mon point de vue, ne peut s'accompagner que d'une aggravation de la tension et d'un aventurisme étranger pour la Turquie, c'est-à-dire d'une participation dans des opérations militaires. Évidemment, on pense à la Syrie, mais il y a notamment l'Irak aussi, et puis peut-être pas seulement, un aventurisme vers l'étranger qui conduit également Erdogan à s'affronter, à s'opposer à l'Europe. Et aujourd'hui, il franchit un cran supplémentaire en disant, en gros, que la Turquie peut tourner le dos à l'Europe sans dommage. C'est la destruction complète. On va y revenir sur le silence et sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Alexandre Delval, est-ce que cette fuite en avant d'Erdogan, c'est pas aussi peut-être un aveu de fébrilité? On sent paradoxalement un Erdogan sous pression, un Erdogan qui vit constamment dans la peur d'un nouveau putsch. Peut-être, mais en même temps, vous savez, déjà dans les années 2007-2008, quand sont apparues les conditions du fameux complot Ergenekon, il avait déjà accusé ses ennemis de perpétrer, de fomenter un coup d'État pour justifier une purge. Donc, même s'il n'y avait pas de vrai coup d'État, il est capable d'en inventer un, ce qui a été le cas dans le passé, pour justifier son pouvoir absolu. Non, je pense que plus que fébrile, c'est une bête politique. C'est quelque part, il a une forme de génie politique populiste. Il est très fort pour toujours retomber sur ses pattes, même quand il est en difficulté. On l'a vu après la crise de 2013. Et il renforce son pouvoir. Alors quand il faut, il fait des virages. Il est capable, comme les bêtes politiques, d'effectuer des grands virages, notamment le rapprochement avec la Russie, notamment la rupture avec les gulenistes, même la réconciliation avec Israël. Mais même à l'intérieur du parti, il s'est rapproché aussi d'une partie de l'extrême droite et même de certains kémalistes de manière extrêmement pragmatique pour cette nouvelle tendance eurasiste de rapprochement avec la Russie qui s'oppose à la tendance atlantiste qu'il accuse d'avoir perpétré le coup d'État. Donc il est extrêmement habile pour saisir le kairos, le moment opportun. C'est très clair. Toujours, et on l'a vu bien sûr. Attendez, et juste une dernière chose, les Kurdes. On va en parler, Alexandre Delval. On va en parler en deuxième partie d'émission. Il a axé toute sa stratégie sur la xénophobie anti-kurde. Absolument, on va en reparler, évidemment. Christian Macarian, quand Erdogan déclare 2 heures après le coup d'État manqué qu'il s'agit d'un don de Dieu, est-ce qu'on ne sait pas un peu l'épilogue de sa stratégie identitaire, finalement, la révolution islamiste qui aurait réussi, qui serait installée en Turquie, la Turquie qui aurait définitivement tourné la page du kémalisme, comme le disait tout à l'heure Alexandre Delval? Oui, c'est en tout cas son rêve. Quand il dit un don de Dieu, il veut dire c'est une opportunité évidemment historique qui lui est fournie pour entreprendre la répression. De ce point de vue-là, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, Dieu lui fait cadeau du pouvoir suprême, ce qui est une logique effectivement totalement islamiste. Associer le pouvoir politique, temporel, et Dieu, c'est le sens même de la démarche islamiste. Je crois que ce que veut Erdogan, c'est marquer la Turquie comme Kemal l'a fait en son temps, il y a maintenant une centaine d'années, mais la marquer dans un sens inverse. C'est-à-dire qu'en gros, le rêve d'Erdogan, c'est tout simplement d'être l'Atatürk islamiste. Alors, début novembre, 9 députés du parti, Christian Macarian, Alexandre Delval, début novembre, vous vous en souvenez certainement, 9 députés du parti pro-kurde HDP ont été arrêtés, dont le chef de file, Selahattin Demirtas. En représailles, le parti a annoncé qu'il cessait toute activité parlementaire. Issiar Ochoy est vice-président du parti HDP. Il nous explique depuis ses bureaux à Ankara comment Erdogan a réussi, vous en parliez Alexandre Delval, à mobiliser les masses populaires pour soutenir cette purge. On écoute.
Eh bien, M. Erdogan a utilisé un discours populiste, nationaliste et raciste pour obtenir le soutien principalement des foules conservatrices et ultranationalistes en Turquie. Le nationalisme est une idéologie extrêmement puissante en Turquie. Et à présent, M. Erdogan en particulier, en mettant dos à dos les relations avec l'Union européenne et le discours xénophobe, il mobilise. Il mobilise les foules populaires à travers un discours hautement nationaliste, c'est vrai. Le président bénéficie en effet d'un soutien important auprès de la population turque. Cela ne nous pose pas de problème, mais M. Erdogan a utilisé le putsch manqué comme une occasion de réprimer l'ensemble des voix de l'opposition dans ce pays. On assiste à un climat de peur intense. Les gens ont peur. À cause de l'état d'urgence, à cause des menaces de torture, d'emprisonnement, d'expulsion, de limogeage. C'est une chasse aux sorcières qui se déroule dans le pays. Et à présent, nous ne pensons pas que le pouvoir d'Erdogan soit ancré auprès du peuple, un peuple aimant, le soutenant, mais plutôt un peuple qui a peur d'Erdogan. Il ne combat pas réellement le coup d'État. Le coup d'État qui s'est produit le 15 juillet 2016 ne devrait pas être considéré comme manqué en fait. Rien n'a été manqué. Le coup a seulement changé la direction du pouvoir et Erdogan ne fait qu'utiliser cela comme une opportunité. La tentative de coup d'État est une occasion. Il l'a d'ailleurs qualifiée de cadeau divin, une occasion de réprimer toutes les voix de l'opposition du pays. Il se prépare au référendum relatif au système présidentiel. Donc voici notre principale argumentation. Nos députés et collègues ne sont pas en prison pour ce qu'ils ont fait dans le passé, mais ils sont emprisonnés à cause des choses qu'ils pourraient faire dans un futur proche. Ce que je veux dire, c'est qu'au HDP, nous avons bloqué Erdogan à 2 reprises, aux élections de juin 2015 et aux élections de novembre 2015. Nous l'avons empêché de remporter la majorité absolue des sièges au Parlement. Une majorité requise pour amender la Constitution, notamment en ce qui concerne le système présidentiel. Nous l'avons empêché à 2 reprises. À présent, il se prépare pour le référendum et si ça ne marche pas, il ira aux urnes pour une élection anticipée. Et il considère le HDP comme le principal obstacle dans ce processus. Il n'a pas réussi à nous défaire via les élections et maintenant, il essaye d'exclure le HDP du processus législatif en faisant appel à la police, à la justice et aux prisons. Voilà pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'une affaire politique, c'est une enquête politique et cela n'a rien à voir avec la loi. Alexandre Delval, on ne peut pas évoquer la Turquie, la purge en tout cas en Turquie, sans évoquer la réaction des puissances occidentales. On a l'impression d'assister à un minimum syndical. Angela Merkel qui se dit alarmée, Mogherini qui se dit extrêmement inquiète, les États-Unis qui se dit extrêmement troublés. Il n'y a pas vraiment de quoi effrayer Erdogan. C'est ce que j'explique dans mon livre, Les vrais ennemis de l'Occident. Tout le problème, c'est que nous avons à l'intérieur de la plus grande organisation de défense occidentale un pays qui était plus ou moins un allié, même y compris sur le plan des valeurs, mais qui ne l'est plus, qui aujourd'hui a été capturé, ce pays, par des forces à la fois nationalistes et islamistes. Et ce pays, comme vous le savez, qui a aidé des forces islamistes comme le Hamas, mais également comme Daesh et d'autres groupes djihadistes encore aujourd'hui. Donc c'est un pays qui est problématique parce qu'il a quand même un moyen de pression sur l'OTAN. Il peut bloquer l'utilisation des moyens logistiques de l'OTAN par d'autres puissances de l'OTAN. Il a un veto à l'intérieur de l'OTAN. Il a bloqué par exemple l'entrée de Chypre dans l'OTAN. C'est un pays qui a un énorme moyen de pression. Avec son appartenance à l'OTAN, si vous voulez, bloque un certain nombre d'institutions et de dispositions. Et l'Europe est coincée. L'Occident ne sait pas comment faire. On ne peut pas expulser la Turquie de l'OTAN du jour au lendemain. Mais en même temps, on a à l'intérieur de l'OTAN un pays qui n'est pas du tout d'accord avec certaines actions menées par des forces de l'OTAN, comme on le voit en Syrie, où la Turquie préfère bombarder les bases des Kurdes plutôt que des djihadistes, notamment ceux qui ne sont pas de Daesh. Donc ça, c'est un énorme problème. Et je pense que tant que la Turquie néo-islamiste et impériale sera membre de l'OTAN, cela bloquera la cohérence de la défense de l'Occident et donc de l'Union européenne, puisque l'OTAN reste l'organisation majeure de défense de l'Europe. Merci à tous les deux, Alexandre Delval, Christian Macarian. C'est malheureusement la fin de notre débat. On se retrouve dans une dizaine de minutes après un nouveau journal. Merci.